Hello Yann, comment tu vas? Hello Laetitia, ça va et toi? Bah, écoute, ça va très bien. Écoute, je t'ai invité pour qu'on puisse parler de comment réussir en fait sa stratégie up market. Toi, tu es arrivé en fait, l'été 2024, chez Lemlist pour accélérer la croissance et du coup changer la façon de vendre en fait de la boîte. De passer plutôt d'une logique de beaucoup de volume à une approche plus structurée avec de vrais process de vente, une meilleure exécution et surtout une forte attention qui est portée sur, l'adoption du produit, par vos clients. Donc, tu as fait pas mal de paris cette année. Tu as réussi tes objectifs, donc on peut déjà, spoiler alert, dire que tu as déjà, on est au mois de novembre, performé et du coup, j'aimerais bien qu'on parle justement de ces paris, du développement de ton équipe. Est-ce que tu as appris sur ces derniers mois et qui, à ton avis, vont te servir pour réussir, 2026? C'est bon pour toi? Bah ouais, super, beau programme en perspective. Bienvenue sur Vendu, le podcast commercial de référence pour augmenter vos taux de closing. Ici, on discute des meilleures stratégies de vente pour conclure plus de deals, fidéliser ses clients et rendre ses commerciaux plus performants. J'ai des discussions sans filtre avec celles et ceux qui font de la vente au quotidien, des sales leaders, des top performers. On va dans le détail, on donne du contexte pour que vous puissiez repartir avec de la matière actionnable. Je suis Laetitia Fall, je vous embarque dans une nouvelle discussion. Installez-vous confortablement. C'est l'heure de votre dose de culture sales. Bonne écoute. Eh ben, écoute, merci beaucoup. OK. Quand tu arrives en fait, justement, chez Lemlist, l'été 2024, l'objectif c'est de faire grossir le revenu et de mieux cibler vos clients. Comment tu t'y es pris concrètement au départ? Parce que je sais qu'en ayant parlé déjà avec, Grégoire qui est dans ton équipe, Mmh. il me parlait que vous pouviez passer du mid-market, une boîte en mid-market, à un solopreneur tout seul dans sa chambre. Donc du coup, tu as dû un peu stopper tout ça. Comment tu t'y es pris? Ouais, Grégoire n'a pas menti, je te le confirme, c'était ça, au début, donc l'équipe avait, été composée de 3 commerciaux quand je suis arrivé, Grégoire et Lucas, sur la France et on avait Josh, qui est arrivé quelques mois avant moi, plutôt pour gérer, la partie internationale, donc Josh qui est anglais et c'était un pari pour, la société, étant donné que Lemlist a grandi historiquement uniquement, via, une motion qui était, très product-led comme on dit. C'est-à-dire que finalement les gens allaient sur le site web, mettaient leur carte bleue, essayaient l'outil et décidaient de continuer, ou pas et donc c'était le premier pari a été fait, je dirais, par, Charles, notre CEO, de tenter de mettre des commerciaux. Lucas, Grégoire, et Josh ont bien réussi, et du coup, l'idée, quand il, m'a embauché, c'était de voir si on pouvait passer à l'échelle à ce niveau-là et pour te répondre, peut-être la première chose que j'ai mis en place, alors au début tu analyses évidemment, tu veux pas, tout changer parce que la machine fonctionne justement, donc après, je pense, un bon mois, pour analyser, essayer de comprendre, ce qui se passe. Peut-être les 2 premières choses qui m'ont sauté aux yeux, c'est un, les commerciaux, faisaient absolument, tout, hein, donc c'est-à-dire de la vente, de l'après-vente et aussi, du support, donc vente, onboarding et support, quoi. Tout ce que tu veux pour que ça se passe, mal. Alors, il y avait une équipe il y a toujours évidemment une équipe, de CX pour gérer la partie, support, mais les clients, revenaient vers leur commercial, le point de contact, un peu la facilité au lieu d'utiliser le chat, ou la ligne et et les sales, jouaient le jeu, mais du coup, tu te crées une, sorte de legacy, énorme parce que plus tu closes de clients, plus après tu as de demandes. Et évidemment, c'était la première chose à faire, donc c'était de les focaliser exclusivement sur, l'acquisition et la vente. Ah, c'était le 1er point et puis ensuite, dans la vente elle-même, l'idée c'était de pas aller, partout, donc en regardant, un peu la lifetime value de nos clients en fonction de certains critères. Est-ce que déjà ils viennent du produit? Est-ce que, ils sont plutôt, on va dire, influencés, par l'équipe, commerciale? Et en fonction de la taille, où est-ce qu'on doit, allouer notre temps? Et après, la réponse elle était assez évidente. Après quelques semaines, il fallait plutôt se focaliser sur des sociétés, mid-market, donc ce qu'on appelle mid-market parce que c'est différent, dans chaque entreprise d'ailleurs. Si je devais le définir, en tout cas chez nous, c'est vraiment des boîtes entre 100 et 2 000 employés. OK, d'accord, très clair et du coup, en fait, vous aviez
tout à l'heure, tu l'as dit, mais vous avez beaucoup d'inbound, mais peu de structure, en fait, globalement, quand on pense à Lemlist, énormément. Qu'est-ce que tu as changé, en fait, toutes ces parties en premier, mais il y a aussi la dimension prospection, c'est qu'ils gèrent ce sont des profils full cycle, tes sales, généralement? Exactement. Alors Tu as voulu garder ce fonctionnement? oui, en effet, parce que, il y a un volume d'inbound qui permet d'être, full cycle et on avait un panier moyen qui permettait pas du tout d'avoir une logique de, BDR plus CI. C'était juste, pas rentable, tout simplement. Donc, là-dessus, je dirais, il y avait pas trop de débat. Ça paraissait assez logique et à cette époque-là, je pense qu'on était quand même à 90-95 de revenus, inbound led, quoi. Donc le côté full cycle, existait, mais c'était, c'est plus sur le papier que dans la réalité, quoi. Ça a changé, évidemment. Ouais, parce que maintenant que tu es market, forcément, il faut chercher des cibles, qui pensent moins naturellement à vous. Bah, du coup, en fait, en tout cas, une grosse réussite et bravo à toi. En fait, vous êtes passé de 3 à 20 en pratiquement, 1 an et quelques mois, quoi, ce qui est énorme. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette phase de croissance? Généralement, c'est quand tu passes d'un chiffre aussi bas, aussi haut, ça craque de partout, quoi. Comment tu as fait pour que justement, je vois ta tête, Ah ouais, ça heu, pour que ça fonctionne et que ça apporte ses fruits, quoi? ouais, bah, alors, déjà, c'est sur le recrutement, enfin, moi, il y a des critères, que j'aime bien, des soft skills que j'aime bien, donc la résilience, mais ça, c'est assez, classique et le côté, coachable, mais ça, c'est des choses qui, à mon sens, sont nécessaires pour presque tous les rôles, sales. Par contre, une des choses que j'ai ajoutées, chez Lemlist versus ce que j'ai pu avoir dans mes précédentes expériences où on était sur des sociétés où l'équipe sales était déjà plus structurée, c'est peut-être aussi, être OK de naviguer, j'ai pas envie de dire dans du chaos, mais en tout cas dans un environnement, changeant, et un côté qui match, si je puis dire, une de nos valeurs qui est, no babysitting. Bah, c'est vraiment ça, en fait. Et je pense que c'est une petite partie de l'ADN de la team, c'est vraiment ça. C'est des gens qui vont être OK, avec un système qui est pas parfait. Ils vont remonter le point, idéalement arriver avec des solutions, puis on améliore, quoi. C'est hyper important parce qu'effectivement, tu as pas mal de gens qui veulent avoir des playbooks tout parfaits, tout bien, avoir des réponses à tout et forcément, du coup, de ce que tu dis, c'est pas forcément l'environnement Lemlist, adéquat, mais par contre, en fait, c'est quand même des environnements où tu progresses très, très vite, quoi. Enfin, j'ai vu Grégoire, plus jeune et du coup, maintenant, c'est pas du tout le même profil. Hem, du coup, je sais qu'en fait, au départ, bah, parce qu'effectivement, vous aviez une logique de beaucoup d'inbound, vous faisiez des démos en groupe, en fait, pour, bah, donner envie tout simplement, du coup à vos cibles, d'utiliser Lemlist. Tu as changé tout ça, donc tu as arrêté tout ça alors que vous avez quand même beaucoup de volume. Pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi ça marchait pas forcément? Et qu'est-ce qui a changé en fait quand vous êtes passé en fait sur des rendez-vous plus individuels? Oui, alors, on avait une personne, Carlotta, que je salue, qui a changé de boîte, mais qui était rattachée à l'équipe produit, au tout début et qui faisait des groupes démos. Alors, attention, hein, ça marchait, et je me rappelle que son surnom, c'était la queen de la démo queen, chez Lemlist. Quand elle arrivait à faire, 10 à 12 K de MRR, par mois, donc c'est quand même, c'est des stats, impressionnantes. Mais on avait 2 groupes, 2 sessions en tout cas, il y avait des sessions en français et des sessions en anglais. Donc les commerciaux, français, s'occupaient, bah, évidemment du marché local. Ça représente 30 du revenu chez Mist, hein, donc c'est important, la France. Et on se rendait compte ayant moins de monde en France que sur tout l'inter, on avait des taux de conversion plus élevés. Donc un des gros paris, c'était de se dire: «OK, on arrête, complètement ou presque les groupes démo. On continue d'en avoir, peut-être pour des Gmail, ou des régions sur lesquelles on a vraiment des taux de conversion plus faibles, heu on passe avec une équipe d'inside sales qui va prendre tous ces, founders, ces petites startups, où en général on est sur un panier moyen de, entre 100 et jusqu'à 300 de MRR, on les passe en one one. Donc on a constitué, une équipe d'inside sales qui est maintenant, composée de 5 personnes
et C'est ça aussi on qui a a vu une expliqué le fait que vous êtes passé de 3 à 20 quoi. C'est-à-dire que déjà il y a une équipe, il y a des gens qui s'est supplémentaires créée. et une équipe dans l'équipe quoi. Et OK, d'accord. Ouais, 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 c'est clair Et là on est et sur ça a augmenté le sur taux de de la vente conversion. transactionnelle? Du coup, on est sur pure vente transactionnelle? OK. Et du coup, Pure qu'est-ce que vente ça a changé en fait transac. justement dans le rythme? Il faut combien de démos par jour? Parce que justement, ce qui est C'est une équipe intéressant, de c'est que dans guerriers. ta boîte, il y a 2 modèles. Il y a le modèle complexe, vente complexe et il y a le modèle transactionnel, au sein de la même équipe, de ce que je comprends. Du coup, bah, j'aimerais bien justement qu'on essaie de faire les parallèles. Donc, justement, cette équipe Inside Sales du coup, c'est quoi son rythme en fait, pour gérer tous ces leads? Ouais. Ah et je rebondis sur ce que tu as dit même, et après on pourra peut-être un peu parler de la structure de l'équipe, maintenant. Mais en tout cas, on a cette squad, d'équipe, donc d'Inside Sales et là, bah, c'est des guerriers. En fait, il y a entre 8 et 12 démos par jour. Donc ça demande, évidemment un effort de vélocité, et l'idée, c'est d'arriver à faire la vente en un échange. C'est rarement le cas. Hem, Vu qu'on est une boîte product led, il y a une période d'essai qui est accessible sur notre site web. Donc en général, ils vont avoir, un premier échange et le closing va se faire, après la période d'essai où là, bah, ils vont les rappeler. Alors, et donc c'est des journées ultra rythmées pour eux et ça a vraiment bien fonctionné. On a réussi à multiplier par 3, presque 3,5 le revenu, sur cette cible, en créant cette squad. Donc ça, c'est un gros succès et c'est pas forcément lié à une explosion en termes de volume de leads, mais plutôt en termes de taux de conversion. OK, du coup, j'ai une question qui était pas forcément prévue, mais là, en fait, du coup, j'ai elle m'intéresse. Hem, Généralement, quand on a ce genre d'équipe, qui fait du beaucoup de volume, en fait, entre 8 et 12 démos et notamment, en plus, où il y a une période d'essai, pour d'autres boîtes, ça pourrait être un POC et cetera. Ce qui est super dur, c'est justement le fait que, bah, les types, ils fassent vraiment parce que tu peux mettre ton adresse mail, dire que tu vas tester et jamais tester et en fait, du coup, avoir des leads un peu dans la nature et cetera. J'imagine qu'il y a un process qui soit nickel pour justement avoir, augmenté comme ça, le volume de conversion, enfin le taux de conversion. Comment tu fais en fait? Comment ils font en fait pour, s'assurer en fait que les mecs ils testent vraiment quoi? Ouais. Alors on a, encore une fois, on a 2 process, on a le process pour les gros deals finalement où, on va être, le plus structuré avec, un échange en amont pour, une définition claire des objectifs de cette période, d'essai. On peut mettre nos CSM avec un échange de prévu pour qu'il y ait une sorte de kick-off de l'essai, un suivi milieu et ensuite, un point déjà prévu à la fin. Donc là, c'est vraiment cadré, mais sur le volume des inside sales, évidemment, tu peux pas mettre ça en place. Ce serait c'est injouable en termes de ressources, hein, on n'est pas Microsoft. Du coup, on a essayé de pousser la, prise de démo, un quand les essais sont déjà commencés. Donc c'est-à-dire que les gens, en fait, vont sign up et notre team produit et marketing ont, modifié un peu le workflow pour pousser de la démo, sur les personnes à ce moment-là. Donc en fait, ils ont déjà, commencé un peu à jouer avec l'outil et du coup, les calls se transforment, j'ai pas envie de dire, en support, parce que c'est pas le but. Faut qu'ils s'éloignent de ça, mais ils ont des gens qui sont un peu plus matures sur le produit, à ce moment-là. Ça nous a bien aidé. Le deuxième, on a essayé quand même d'automatiser, des actions, in-app, donc basées sur ce qu'on a, sur, HubSpot. On a des triggers qui vont faire pour pousser à l'usage, dans les miss dans le trial. OK, ouais, c'est super smart. Du coup, on n'est pas sur un rendez-vous classique qui serait, OK, vous voulez envoyer des emails, regardez l'opportunité que vous avez avec la liste. C'est ils sont déjà les mains dedans, c'est comment en fait tu peux réussir vraiment à convertir, et du coup là tu regardes plus ce qui va pas et tu leur donnes plutôt des optimisations qu'ils peuvent tester assez rapidement et ils ont déjà en fait, l'impression qu'ils peuvent être accompagnés sur de la outreach en fait. Finalement, c'est peut-être plus un une espèce de coaching à la Alors eux outreach. sont des coachs. Ouais, voilà, plutôt Heu, des coachs, d'outreach plus que des sales. Du coup, c'est smart en fait, forcément. OK, très bien, du coup, il y a une autre
du coup, il y a un autre pari que tu as fait, parce que je trouve qu'il a été fait tôt. Donc c'est pour ça, en tout cas, je trouve ça hyper impressionnant que tu as réussi. C'est-à-dire que, bah, tu as des leads. Évidemment, il y a une grosse équipe. Du coup, tu as une couche de middle management que tu as déjà mis en place. Donc, en quoi cette couche justement de management, elle a amélioré en fait le suivi, bah, des deals, de la montée surtout en compétences des commerciaux? Comment ça se structure justement, Ouais, ça a été vraiment critique et d'ailleurs, je pense que j'ai merdé à ce niveau-là. J'aurais dû le faire plus tôt. J'ai déjà trop attendu, je pense qu'à un moment donné, je l'ai fait quand il y avait 12 ou 13 personnes en direct et c'était beaucoup trop tard. C'était beaucoup trop tard. Donc on a perdu du revenu, c'est clair et du coup, tu dirais qu'il faudrait combien pour justement par rapport à ce retour d'expérience, c'est quoi? Moi, j'ai un chiffre en tête, mais ça se trouve, il est faux, hein. bah, après je sais pas s'il y a pas il y a pas un chiffre, qui est vrai, et les autres sont faux, mais, je pense que, avoir, plus de 8 personnes, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, il aurait fallu le faire, à 7. Bah, pareil, j'ai le même chiffre, donc Tu as 7 aussi? j'ai 7 en tête, ouais. OK. Après 7, en fait, tu vois, notamment tout simplement parce que, en fait, j'avais l'habitude de faire mes one to one le vendredi et j'ai pas 10 heures, en fait. Donc si j'ai 10, je peux pas tenir mes one to one sur une journée et je me dis: «Si je peux pas tenir des one to one sur une journée, Ouais. bah, ça veut dire que c'est pas possible, quoi, en fait». Du coup, voilà, mais effectivement, OK, ouais. Donc 12 en Ouais, ils direct, donc étaient tu devais, étalés, plus avoir de vie, en fait? ouais, ouais, bah, c'est ça et puis, en fait, c'est surtout, eux, les seniors avaient, peu de bandes passantes, donc c'est pas bon non plus. Les juniors ont des onboarding, qui sont pas au niveau, donc évidemment, ça allait pas. Je crois que c'est quand la 12e personne est arrivée qu'on a mis en place le système de lead. Et du coup, maintenant, en termes de structure d'équipe, on a, une personne qui gère, les inside sales, donc au niveau, monde. On a une manager qu'on a recrutée il y a pas longtemps pour gérer, toute la partie, North America. Donc ça c'est top, donc plutôt sur des profils DI. On va dire un manager en France, bah, Grégoire, un manager pour l'Europe sur les EI et on a aussi, Tal qui est la lead, le manager des account managers slash CSM. OK. D'accord, donc tu as vraiment en fait une ligne, au moins que 5 personnes en fait en Ouais. direct, globalement qui gèrent les équipes. Alors du coup, j'ai plein de questions à te poser là-dessus parce que c'est quand même le moment le plus tricky. Déjà, comment tu les as choisis? Ça, c'est la première chose. Sur quels critères? Tu disais par exemple les inside sales, c'était vraiment des guerriers, donc j'imagine que c'était un trait de personnalité que tu voulais. Là, en fait, sur ces leads-là, comment tu les as choisis? Parce que finalement, c'est quand même des profils qui sont assez jeunes. En tout cas, Grégoire est assez jeune, peut-être que les autres aussi, j'en sais rien, mais voilà. Hem, On a un bon mix, je trouve, de externes, internes. Tu vois, sur les 5 personnes, on en a, 2 externes et 3, promotion interne. Donc déjà ça, je pense que c'est important. Ça permet d'avoir, des compétences qui sont en dehors de juste, la la machinerie Lemlist, si je puis dire. Donc ça, c'est ultra important. Puis pour les personnes externes, c'est aussi cool d'avoir des pairs qui connaissent, mieux le produit, comment ça fonctionne, en interne et les process. Donc ça a été important et après sur les, critères, si je puis dire, pour être manager, pour être honnête, les 3 promotions internes qu'on a eues, les gens se sont, positionnés et c'est arrivé de manière assez naturelle. On a mis des plans de travail avec des PDP, comme on dit dans les grosses boîtes américaines, pour qu'il y ait, du développement, sur les sujets, qui étaient manquants. Ça s'est bien passé. J'ai aussi pris des coachs externes, pour 2 d'entre eux. Donc ça a aussi aidé, je pense, pour voir un autre style, que le mien. OK, d'accord et du coup, en D'ailleurs, on fait, continue encore. OK et du coup, en fait, ces personnes-là, genre là, du coup, elles sont en place et cetera. Comment ça se passe, en fait, tes interactions avec eux? Qu'est-ce que tu as lâché? Qu'est-ce que au contraire, tu continues à regarder? Tu disais tout à l'heure que tu acceptes, en fait, que ce soit d'évoluer dans un milieu de chaos, donc j'imagine qu'il y a des choses sur lesquelles tu es hyper exigeant, d'autres sur lesquelles tu vas laisser, enfin voilà et généralement c'est une manière d'être très sain, autrement ça se transforme en micromanagement ou en trop laxisme, tu vois? Mais du coup, c'est quoi sur Ouais, ouais. lesquels en fait tu es hyper exigeant sur quoi en fait tu les attends réellement, Ouais. Alors déjà, c'est beaucoup moins le cas maintenant que ça ne l'était il y a 1 an. Surtout en termes de process, de CRM, on a eu plus de bandes passantes de la part des ops. Je pense que maintenant on arrive à
quand même une org sales qui est, structurée. Et qui est capable d'onboarder des new hires de manière efficace. On a des temps de rampe qui baissent et cetera. Pour te répondre, là, où je les attends le plus, c'est en fait sur, le coaching efficace des sales. Ça, c'est la prio, numéro 1 et donc ce que je mets là-dedans aussi, c'est grosso modo la montée en compétences de l'équipe, et la prio numéro 2, c'est, le recrutement. Là-dessus, je suis intransigeant, toujours qu'ils soient nurturer les candidats, parler, prendre des cafés. On sait que quand le moment arrivera, on aura les bonnes personnes. Donc ça, c'est vraiment, les 2 points où je lâche pas trop. Là où je suis plus, flexible, on va dire, ça va être, sur tout ce qui est c'est pas bien, hein, d'ailleurs, mais je pense qu'on n'a pas une, admin, RH qui soit, parfaite, malheureusement. Je pense qu'on a un enjeu à notre taille maintenant à, mieux, collaborer, entre nous. Entre managers, je pense que ça, c'est une de mes erreurs, mais je me rends compte qu'il y a des process qui commencent à être un peu différents et en même temps, tu es obligé de le laisser. Mais tu vois, il y a des nuances dans les équipes, tu vois? Si j'ai un profil qui est très, ops, par exemple, bah, les deals, en fait, ils sont tous suivis de la même manière et ça en sort pas. J'ai un profil qui est plutôt je vais pas dire un créatif, mais qui a un peu plus de créativité dans du management de deal et je le ressens, quand je fais les deal reviews. Donc faut arriver à garder quand même une certaine constance, dans l'équipe. Tu vois, on a tous cohérence, c'est le mot le plus important, ouais. On a beau tous utiliser le même langage, le SPICE, voilà, qui est une méthodologie comme si je sais que tu assez, fan de celle-là. C'est en fait, même dans un spice, il y a plein de choses qui peuvent différer et là-dessus, je pense que, c'est un axe sur lequel on doit s'améliorer. OK, d'accord, OK, trop bon écoute, tu es humble, mais en tout cas, il y a un truc qu'il faut retenir et ça va me permettre de pouvoir aller, sur le sujet que je voulais aborder avec toi. Bon, bah, en fait, à date, vous avez performé. Je me souviens, en fait, que quand j'avais en plus, c'est intéressant parce que je crois que je vous ai interviewé au même moment entre Grégoire et toi et donc OK. Grégoire, c'était pratiquement au même moment et en gros, il en était à dire: «Bah, en fait, Yann nous a filé, chacun 500 boîtes à aller chercher». C'est à l'époque, genre voilà, parce que, il fallait, recadrer et plus aller sur des petits comptes et cetera donc voilà. Hem et donc du coup, en fait, ça me permet de dire que là, aujourd'hui, vous avez explosé vos scores, en fait, en termes d'objectifs et cetera, avec les différents leviers dont tu as parlé de certains. Il y a un truc qui est hyper important avec vous avec vous aujourd'hui, c'est le focus, c'est vendre l'adoption du produit. Donc ce que tu me disais, c'était que en fait, c'est ça votre vraie différence aujourd'hui que vous essayez de chercher à faire, plus que de vendre en fait, voilà, c'est de faire en sorte que les gens utilisent vraiment le produit. Comment vous faites concrètement? Tu en as un petit peu parlé au départ sur les gros deals pour que les clients, pardon, utilisent l'Emlist à fond après la vente. Ouais, c'est l'enjeu, je dirais, c'est, pas juste après la vente, en fait, c'est dès le début, c'est notre avantage, concurrentiel. En tout cas, on essaie de le positionner comme ça. Je remonte un peu à sur notre conversation, il y a des manières de vendre qui sont vraiment différentes et chez nous, il faut être un peu schizophrène. Tu vois, les inside sales, ils vont vendre d'une manière, mais même nos account exécutives, des fois, ils vont gérer des deals, à 5 000 € et ça va aller jusqu'à, 100 ou 120 000 €. Donc c'est pas du tout la même manière de faire, évidemment, hein, et du coup, on a mis des process en place qui sont, vraiment, différents en fonction de la taille du deal. Là-dessus, c'est un des axes sur lequel je suis assez intransigeant, vraiment qu'on essaie de suivre ça et pour nos deals un peu plus gros, il y a, 2 ou 3 points qu'on a mis en place, pour arriver à mieux vendre le côté, de l'adoption du produit, ce qui nous aide après post-sales évidemment. La 1re chose, c'est que, après notre premier dans notre R1, à la fin du R1, le ce que je dis aux sales, c'est que notre job, là, c'est d'arriver à vendre le process, pas le produit. Vraiment notre process de vente et notre process de vente, évidemment, il va y avoir, plusieurs meetings et l'idée, c'est d'arriver à au moins parler à 2 ou 3 personnes, critiques et c'est pas forcément les décisionnaires, parce que tu peux entendre partout à chaque fois qu'un DIRCO va parler. Heu, mmh
Et c'est pas nécessairement de faire du multi-trading, ce que tu entends aussi partout. Moi, ce en quoi je crois profondément, c'est faire du solo trading. C'est-à-dire que au lieu d'essayer de mettre tout le monde sur la table, je préfère que tu ailles parler en one-one avec plein de personnes. Et du coup, on essaie de vendre un process d'interview avant d'avoir ce qu'on appelle une restitution, où là, on va avoir toutes les parties prenantes autour de la table. L'idée, c'est d'arriver à parler à la personne en charge du CRM, parce que ce qu'on vend est intimement lié au CRM, et de parler à des utilisateurs finaux. Vu que nous, on vend une solution de sales tech pour les commerciaux, ce que ça veut dire, c'est qu'on essaie de faire des interviews, ce qu'on appelle des shadowing de BDR ou d'account exécutive pour savoir comment ils travaillent. Vraiment. Et le faire en one-to-one avec eux, ça permet de leur libérer un peu la parole. C'est pas pareil si tu parles à ton VP avec tes BDR depuis 6 mois dans la boîte, tu vas être un peu moins libéré sur tes frustrations que si tu peux le faire juste avec un commercial à qui on t'a dit de parler finalement. Ça a vraiment bien marché, ça nous a permis de comprendre en profondeur les challenges auxquels font face nos potentiels clients. Et ensuite, et ça, c'est un point sur lequel on travaille tout le temps, mais vu qu'on vend une solution pour les commerciaux, tu as beaucoup d'utilisateurs. Si tu vends un outil, par exemple, pour la comptabilité, tu as pas le même challenge. Mais nous, on a beaucoup d'utilisateurs, donc ce que je dis aux sales, c'est vraiment d'amener le sujet de l'adoption de manière proactive. Parce que, in fine, je suis sûr que tout le monde, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tout le monde a eu un projet de software qui s'est mal passé parce que les sales l'utilisent pas, N'utilise pas. tu vois? Bah, je pense que ça doit être 90 de leur stack en vrai. Et là, on voit un peu les l'hécatombe de, tu vois, de boîtes qui churn à fond parce que, bah, en fait, elles ont pas travaillé là-dessus, quoi. Et en fait, ce que je dis, c'est amener le sujet proactivement. Ça permet de gagner en confiance et d'amener une vraie pain qu'a le directeur co, le CEO ou le RevOps en charge du projet. Et ensuite, comment nous on pitch l'adoption? Bah, en fait, tous les SaaS sur terre, quand tu leur dis quand le prospect te dit: «Bah, OK, mais moi j'ai peur que mes sales n'utilisent pas», ils vont dire: «Ah mais vous inquiétez pas, on a un CSM qui est super». Voilà, les gens disaient la même chose en 2012, je suis sûr. Je te dis ça, je travaillais pas encore, mais je l'imagine. J'ai ma En tout cas en première boîte SaaS, 2017, en c'était le cas. 2014, on disait ça. Ouais, bah, ouais, non, mais c'est pas surprenant. Heu, Là où, on essaie d'avoir, vraiment une approche un peu plus poussée et je peux peut-être te la définir du coup. Heu, on essaie de jouer sur plusieurs points. Le premier, en plus du CSM évidemment et de l'accompagnement, c'est d'expliquer clairement le plan d'action qu'on va mettre en place pour que ça soit utilisé. Donc en fait, c'est de leur dire que les personnes clés, si tu penses à une boîte où, je sais pas, tu as 30 sales, tu as peut-être 4 managers, qui sont en first line, bah, c'est que ces personnes-là, les first line managers, c'est les personnes clés. C'est eux qui vont être en one to one toutes les semaines avec les sales et en fait, c'est de leur partager le plan d'enablement de ces managers pour être sûr qu'ils puissent coacher, leurs sales et être sûr qu'ils puissent monitorer le fait qu'il y ait de l'usage de manière très simple. Donc on a un vrai plan pour les first line managers. Le deuxième, c'est qu'on travaille, en fait, on a mis en place et c'est là la partie produit. On a mis en place des fonctionnalités, qui sont ce qu'on appelle des quick wins et qui permettent, en fait, à des commerciaux de voir de la valeur tout de suite dès qu'ils utilisent, l'Emlist en l'occurrence. Je te donne un exemple. Voilà, nos clients, ils ont Salesforce, ils ont HubSpot sur leur CRM. Tous les sales, quand on leur donne des comptes à prospecter et que tu dois faire du lead sourcing, c'est quand même une tannée tu as ton sales nav, tu regardes, c'est qui les 13 personnes, potentiellement, parce que tu vends je sais pas, une solution RH, bah, voilà, qui sont dans le département. Tu les tapes, tu les mets à la mano dans ton Salesforce. C'est un enfer, hein, c'est horrible. Bah, une des fonctionnalités de l'Emlist, c'est qu'en un clic, tu vas, envoyer le contact dans ton CRM et enrichir avec le numéro de téléphone et l'email. En fait, cette fonctionnalité, on la vend plus comme un quick win qui va permettre l'adoption
que forcément quelque chose qui optimise la Comme un productivité. produit, ouais, je comprends. Parce qu'il y a des produits qui sont très, très chers sur qui font ça et en fait, en vrai, tout seul, tu es en mode genre: «Ouais, est-ce que je vais mettre de l'argent là-dessus?» Et en même temps, c'est vrai que c'est le truc en fait, pour le coup, j'ai un client qui a Salesforce et pour lui, je fais du sales et c'est un enfer. Je suis obligée de en plus, voilà, si ton Salesforce est même pas bien paramétré, tu peux perdre vraiment En plus. littéralement 2 heures, 2 heures et demie, à faire ça. Hem En fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant et j'aimerais du coup peut-être un peu revenir en arrière sur cette Ouais, histoire de ouais, bien sûr. shadowing. En fait, je trouve ça déjà très, très smart. Ouais, j'ai mis un tunnel, excuse-moi. Je suis Non, passionné mais en par le fait, sujet. non, mais c'est génial parce que du coup, ça permet à tout le monde d'avoir le playbook, j'adore. Mais du coup, en fait, sur la partie shadowing, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que vous attendez qu'un décisionnaire vous donne le go pour parler avec un BDR? Ou est-ce que en fait, pas du tout, vous pouvez aussi également, taper un BDR plus expérimenté ou même un BDR de 6 mois pour lui proposer en fait de faire du shadowing, pour avoir les arguments pour pouvoir mieux convaincre derrière. C'est des scénarios différents ou bien, c'est d'abord on parle à un KDM ou un décisionnaire et après on se dit, «OK, on y va», Alors, on n'a pas passé le cap de faire, ce que tu viens de mentionner, ou peut-être qu'on l'a fait, mais c'est de manière, très, ponctuelle. Mais pour l'instant, c'est plutôt on a notre premier point de contact, qui est pas forcément un décisionnaire d'ailleurs, c'est la personne avec qui on a réussi à avoir un meeting. Donc en général, c'est peut-être un ops, c'est peut-être un BDR manager, c'est pas ça va pas être le décisionnaire. Et vraiment, nous, pour qu'on appelle notre point de contact un champion, on a des critères. Et le critère pour que la personne, ça soit un champion, en tout cas un des critères, c'est est-ce que cette personne, elle va acheter le process et du coup te faire une mise en relation. OK. Donc ça peut être un BDR en fait? Ça peut être un bidillard. Après, si tu vas en autre bande, en général, on essaie de pas de taper un peu plus haut dans la hiérarchie. CMO, CMO par exemple, ou même marketing manager, RevOps. OK. En tout cas, je trouve ça, vraiment bien. Donc ouais, effectivement, donc là, vous, en fait, en gros, vous êtes en mode, tout ce qui peut les faire rester, tout ce qui peut leur faire, aimer le produit globalement, à chaque chose et d'avoir, en fait, plein de trucs qui apportent de la valeur, qui pourraient être un produit en soi, mais finalement, en fait, c'est comme s'il y avait, plusieurs produits au sein de votre produit, même si on sait qu'en fait, la finalité in fine, alors du coup, ça me permettra il y a des relais de croissance parce qu'effectivement, vous avez fait des acquisitions et je sais plus la dernière fois, j'ai dit à quelqu'un que vous aviez racheté Clap. J'adore Clap, les gens le Ouais, savent, les gens savent, hem et il y a quelqu'un qui me disait: «Encore? Mais il faut que racheter des boîtes». Donc du coup, on en parlera juste après, mais hem, justement, en fait, pour moi, il y a une question avant ça, j'aimerais parce que ton process, il a l'air hyper carré. Tu vois? Du coup, enfin ça je pense que ta définition du chaos, à mon avis, c'est parce que c'est trop exigeant, mais ça a l'air hyper, je sais pas, hyper ouais. carré. Hem, pour moi, il y a la question de la bande passante. Comment tu fais pour gérer le fait que tes sales, ils se perdent pas en termes d'orgas? Entre le fait d'aller, prospecter, d'aller animer leurs deals, d'aller faire du shadowing et cetera, en fait, d'utilisateurs. Évidemment, ça fait qu'ils connaissent super bien leurs clients et donc ils sont meilleurs en prospection, ils sont forcément meilleurs en animation de deals et cetera. Mais en fait, du coup, on n'a qu'une semaine, je sais pas si vous avez la semaine de 4 heures, enfin la semaine de 4 heures, la Les semaine 4 de heures, non. 4 jours, pardon, la semaine de 4 jours, pardon, la semaine de 4 jours. Mais du coup, ouais, et quand tu leur donnes des guidelines pour s'organiser, ils s'organisent tout seuls, c'est des machines. Ouais, alors, on n'a pas la semaine de 4 jours, on a la semaine de 5. Et alors peut-être juste un point de précision, quand le shadowing, il est vraiment fait, sur des opportunités ouvertes, hein. Ça fait partie du process de vente. Mais oui, en effet, c'est une étape de plus, hein, je suis d'accord. Ça prend du En fait, c'est temps, limite un job de cam, sans être vraiment cam, quoi, tu vois? Genre, mais c'est un job de cam, quoi. Enfin, parce que non, de CSM si tu veux, mais un CSM, il est là pour, tu vois, voir l'adoption s'assurer qu'il y a un bon usage, en fait, de ta plateforme. Donc eux, ils le font en amont. ouais, c'est ça, ils le font en amont, puis ça permet aussi d'avoir un peu de tu vois? Parce que peut-être que les gens utilisent une autre solution, donc ça permet d'avoir un peu de competitive intel en même temps. Mais en effet, ça prend du temps. De toute façon, il y a pas de doute. On essaie d'avoir un peu la notion de, ça, c'était mon ancien manager qui m'avait appris ça, chez HubSpot, mais de, HPA, comme ils disent, des High Paid Activities. Et en fait, c'est si, en fait, la prio numéro un, c'est de faire des meetings sur lesquels on doit passer du temps, donc en fonction de la
de ton poste, ça peut être des tailles de boîtes différentes, mais tu vois, pour nos EI un peu plus, mid-market, voilà, c'est des deals au-dessus de 10 utilisateurs. Bah, est-ce que tu passes ton temps, sur ces meetings? La prio numéro 2, c'est d'animer ces gros deals et la prio numéro 3, c'est de prospecter, quoi. Donc en fait, et là, c'est aussi là où les managers, font un gros relais et ont un job, critique et font un super job. Bah, c'est de s'assurer que les sales passent du temps au bon endroit, quoi. Typiquement, si tu vois, des fois, on peut tomber un peu amoureux du process, ce qui est l'écueil, et si tu commences à faire, des process aussi, chiadés, si je puis dire, pour un deal à 5 000 €, bah, là, en effet, tu vas te noyer. Hein, c'est impossible de tenir le rythme. Donc c'est vraiment important de, bah, ouais, d'allouer son temps sur les Sur du deals bon qui en valent truc, la quoi. peine, quoi. OK. Ouais. Je vais après, on va parler de nouveaux relais de croissance, mais en fait, j'ai tellement de questions, parce que ça m'intéresse aussi, sur plein de OK. trucs, pour des sujets, que j'ai aussi. Hem, Tout à l'heure, tu as dit que tu avais tu avais différents process de vente en fonction, en fait, de typologie de deal que tu avais. Donc, en fait, en termes de revenus que ça peut te rapporter et cetera. Ces cycles de vente sont quand tu dis qu'il y a des process, c'est-à-dire quoi? C'est des cycles de vente complètement différents en termes d'étapes, et c'est en termes de aussi également de relance, comment vous faites? C'est-à-dire que dans quel détail tu es rentré pour vraiment différencier, en fait, ces cycles de vente? Ouais, c'est vraiment en termes d'étapes, et le plus on va dire le plus, avancé, après évidemment, hein, tous les deals, sont différents, mais en tout cas, tu as une espèce de colonne vertébrale. Ça va être, en général un échange, côté, sales, un échange côté, CRM manager, RevOps et cetera, 1 ou 2 shadowing, potentiellement un échange marketing, la grosse démo où on met tout le monde autour de la table, puis ensuite, bah, c'est les questions techniques, légales, les essais et cetera. Ça, c'est le process le plus avancé. Puis en général, après, tu enlèves des étapes quand le deal est plus simple et ça va, jusqu'à, on essaie de le faire en une fois pour les inside sales. Mais ça, en fait, je Où trouve tu ça très combines un bien. peu tout. En fait, je trouve ça très bien de vraiment différencier et d'avoir, en fait, critérisé parce qu'en fait, en général, tu vois, c'est les gens se perdent, en fait, dans la complexité sur des deals qui sont hyper simples, qui pourraient vendre plus facilement, mais parce qu'ils ont réfléchi au cas le plus extrême, tu vois? Et ils appliquent ça à tout le monde, tu vois? Donc en fait, en tout cas, je trouve Ouais. ça hyper intéressant de noter ça. Donc je voulais vraiment que les auditeurs, entendent que c'est pas parce que parfois tu vends un produit, si tu as un deal à 120 et un deal à 5 000 €, tu peux pas avoir les mêmes étapes et en fait, il faut assumer que cette étape, elle est pas importante pour ce type de deal, quitte à ce que tu le perdes, mais en tout cas, pas mettre de la complexité dans certains deals qui peuvent, en fait, faire en sorte que tu patines, tu crées des problèmes pour rien, tu crées des antagonistes pour rien, un détracteur qui arrive alors que ça se trouve ce détracteur-là, Tu peux éviter. tu jamais dû le rencontrer, tu vois? Donc en tout cas, je trouve ça intéressant d'en parler. Du coup, maintenant, on va parler des nouveaux Et relais de c'est croissance. marrant parce que, Pardon. du coup, j'ai presque envie de te retourner la question. Je sais pas si tu as déjà eu ça, mais tu as des sales, qui vont être d'un extrême à l'autre. Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais Ah moi, j'ai des si, sales, par exemple, qui ils font tout pour, skipper le plus d'étapes possible, quoi. bah, c'est si. C'est Non mais si, mais en fait, je pense que tu as des 2 les 2 extrêmes. Là, en ce moment, je coach, enfin une team de sales et une team de cam. Et en fait, dans la team de Cam en particulier, tu en as un, il overthink. Donc lui, il veut vraiment tout faire à la lettre et s'il y a une étape qu'il a pas faite, vraiment, en fait, tu sens qu'il est pas bien, tu vois? Il a l'impression de pas avoir fait son job et il a l'impression de pas avoir été vraiment honnête avec le client parce qu'il a squeezé un truc. Et à l'inverse, il y a un gars, tu vois, il est en mode genre: «Bon écoute, ça signe, ils ont pas vraiment vu telle ligne, on s'en fout, quoi. Mon objectif, c'est mon chiffre d'affaires». Donc du coup, voilà, c'est comment trouver l'équilibre. ouais. Mais ce que je trouve bien, c'est, effectivement de le processiser et de le dire, en fait, le process, c'est ça, quoi et en vrai, moi, franchement, je vois pas des milliards de boîtes qu'on fait comme toi, tu vois? Genre de dire, voilà les étapes, voilà ce que j'enlève et que tout le monde est au courant et qu'il y a une espèce de bah, ce qu'on disait tout à l'heure, une cohérence, en fait, autour de ça et du coup, les gens, ils savent que, bah, en fait, sur ce deal-là, je vais pas chercher plus de complicité, et je vais pas aller chercher des étapes supplémentaires et que soit ça signe pas, quoi, tu vois? C'est souvent, tu vois, dans le moment où on prend pas de décision dans le pipe, mais soit c'est l'os, soit c'est pas l'os, quoi, mais tu vois, justement, parfois tu laisses traîner des deals parce que, tu te dis: «Ah, j'ai pas fait cette étape, peut-être que je pourrais faire ça». Non, bah, en fait, vu la taille du deal, non. Allez, au revoir, on heurteur, on trouve autre chose, voilà, donc je trouve ça On vraiment tourne smart, plus tête.
Ouais et tu vois, je pense que là, on est p là, pour le coup, là, on est vraiment structuré, mais là où on l'est pas du tout et tu le mentionnais tout à l'heure, c'est sur l'animation. Tu l'entre étape. Alors, pour l'instant, là, c'est un gros, Ah mais attends, ouais, voilà. ça fait que un Chez nous, an, hein. Ah là, bon, on va dire c'est un ouais, sujet 2026, le nurturing. ouais, Moi j'appelle ça le nurturing sales. J'essaie de trouver parce que je trouve que c'est ouais, pas le bon mot. Là, en ce moment, je suis en train d'essayer de trouver un mot parce que je trouve que nurturing, les gens, ils pensent trop marketing et alors que je pense qu'il y a un ils truc appelaient ça carrément à l'animation de réinventer, deal. bah, je pense qu'il y a un playbook à réinventer parce qu'en fait, avant, c'était pas tant important que ça. Tu vois? De quand tu étais très bon en sales, animer, enfin, c'est de l'animation, mais voilà. Mais comme aujourd'hui, tu vois, les cycles de vente, c'est pas un secret, ils se sont allongés. Du coup, tu as pas d'autre choix d'engager, très longtemps, de garder le momentum tout le temps, tout le temps, tout le temps et ça, en fait, on n'avait pas forcément de process encore suffisamment testé dans plein, plein de boîtes pour voir, en fait, bah, comment je fais pour animer un gars où je sais que je vais le signer dans 6 mois. Je le signerai pas avant, tu vois? Et ça, bah, je pense que, tu vois, je pense qu'on est tous là dans la même, dans le même game à essayer de tester des trucs, tenter des trucs et du coup de commencer à construire un playbook, bah, animation, quoi. Bah, écoute, si tu as des choses qui marchent, très preneur parce que je pense que là, on perd les deals. Je pense que enfin, c'est un des axes qu'on a pour augmenter notre panier moyen, notre panier moyen, pardon. Pas notre panier moyen nécessairement, mais peut-être notre close rate. Bah, là, en fait, Qu'est-ce en que vrai, c'est? je suis en plein dedans en train de tester des trucs, en fait, du coup, mais du coup, je te Bah, partagerai avec chaud de plaisir les savoir trucs que après. je teste et cetera. Mais après, on en a un peu parlé, du coup, ça va peut-être arriver sur les nouveaux relais de levier de croissance. Mais on n'a pas parlé de partenariat. Je trouve que les partenariats, quand tu intègres, tu fais de l'acquisition via des partenariats, en fait, ça te simplifie le process parce qu'en fait, c'est ton partenaire en fonction imaginons, je sais pas, vous, Lemlist, je sais pas si ça marche, mais en tout cas, moi, par exemple, certains de mes partenaires, c'est des consultants qui bossent à l'année dans la boîte et donc du Ah ouais. coup, en fait, qui ont un intérêt à ce que j'apporte la solution et donc c'est eux mon nurturing, en fait. C'est avec eux qu'on a des réunions, ils m'invitent dans des réunions de copil sur des projets bien spécifiques. Donc en fait, j'ai des touch points j'ai juste à suivre mon partenaire qui a déjà la trust et donc en fait, en mode, bon, bah, en fait, OK, il dit que Laetitia doit être là, pour parler de ce truc-là en prévision d'un truc qu'on veut mettre en place et du coup, voilà, donc je pense que ça, je pense que vous êtes en plein dedans, sur la partie partenariat, on va en parler. Mais je crois que ça va être votre step, d'après, je pense. Enfin, en tout cas, ce que tu me disais que vous avez déjà commencé, je crois. Bah, justement sur vos levées de croissance, aujourd'hui, vous travaillez un marché plus large avec, bah, des entreprises plus costauds, plus établies. Ça va changer quoi justement dans ta façon de vendre, et dans le type justement de relation que vous allez chercher à créer avec, bah, votre écosystème? Ouais, bah, c'est exactement ça. Du coup, nous, l'idée, c'est vraiment d'être, une couche au-dessus du CRM et tous les CRM, en tout cas la plupart, des CRM ont une armée, de partenaires, et donc vraiment, un des relais de croissance, sur lequel, bah, je mise beaucoup, c'est finalement, le partenariat et plus précisément, du channel slash, ce que les Américains appellent du VAR quoi, Value Added Reseller. Donc en fait, c'est des partenaires capables de détecter des opportunités, et à l'aide de commerciaux de chez nous, vendre, la solution, puis ensuite l'implémenter et ça, j'y crois assez fort Bah, en tu viens de Spot donc ouais, il y en a tu es beaucoup. picousé à ça, quoi. Ouais, je suis un peu picousé, ouais, mais et je pense que c'est un é comme tu as dit, le mot écosystème, c'est exactement ça. C'est des boîtes qui ont peu de revenus récurrents, si ce n'est, les commissions qu'elles prennent, de la part d'autres éditeurs et finalement, bah, ajouter des solutions à leur portefeuille, c'est l'opportunité de faire, du cross-sell ou du repeat business sur ta base installée. Et comme nous, on est une solution qui va venir peut-être, 6 mois, 12 mois, 18 mois après l'implémentation du CRM, il y a une vraie logique. Donc j'y crois assez fort et en plus, j'ai l'impression qu'il y a aucun de nos gros concurrents américains qui a vraiment pris, le marché. C'est plutôt ouvert. Alors évidemment, je suis pas le premier à y penser, hein, mais personne n'a vraiment, gagné le jeu, comme c'est le cas, sur les CRM où, quand tu vois le nombre de partenaires Salesforce, c'est incroyable.
c'est incroyable. Enfin, c'est une économie, à part entière, hein. Et puis je regardais la C'est différence, hallucinant. Conisom, ils ont sorti une data vente B2B et je regardais la différence entre les HubSpot et Salesforce en termes d'implantation dans les boîtes. Il y a une différence, mais énormissime, hein. Alors je m'étais dit, il y avait tous les gens, mais même pas forcément que sur les petits, tu vois? Parce qu'il y a des petits qui ont des comptes gratuits. Mais je pense que c'est effectivement cette armée-là de partenaires qui en fait creuse le fossé entre Salesforce et HubSpot, tu vois? En termes de coût, tu veux dire ou en termes de Non, non, c'était en volume, termes de nombre d'utilisateurs de CRM de HubSpot, c'était OK. numéro 1, tu vois? Alors que moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'était le premier, j'étais persuadée que c'était Salesforce, tu vois? Et donc quand j'ai vu le chiffre, je te partagerai, j'étais en mode genre: «Ah ouais!» Du coup, Ouais. j'imaginais pas qu'il y avait un écart comme ça entre les personnes utilisateurs de Spot. Voilà. Ouais, bah, parce qu'en fait, ils ont vraiment gagné sur le SB et ils commencent à gagner là sur le mid-market clairement, quoi. Donc après, en revenu, bah, Salesforce gagne, hein, parce que de toute façon le CAC 40 c'est chez eux. Mais, en termes de volume, ouais, je suis pas surpris, quoi. Mais c'est assez dingue et ouais, bah, nous on voit ça comme une grosse opportunité finalement. Donc prochain pari 2026 du coup, c'est la partie, partenariat, notamment on commence par ça et côté international, je sais que, bah, du coup vous avez vous êtes très bien positionné aux États-Unis. Bah, les usages, enfin le rythme de vente, ils sont assez différents. Comment vous faites pour, adapter votre approche et pour faire en sorte de garder en fait la même qualité d'exécution? Bah, écoute, c'est je sais pas, heu, non, en vrai, pour l'instant, on a géré les deals de la même manière. Ce qui est évidemment, pas la bonne, manière de faire et depuis, quelques mois, on a une vraie équipe, sur place, donc j'espère que, ça va aider. On a des gens qui sont, en Amérique du Sud. On a réussi à trouver des super talents et qui vont, gérer, bah, vraiment, nos demandes entrantes et on a réussi à, trouver quelqu'un, bah, une manager commerciale basée au Canada et on a, 2 commerciaux au Canada pour essayer d'aller en outbound sur des comptes un peu plus gros. Et là, on en est quand même aux prémices, donc curieux de voir comment ça marche et si on arrive à augmenter le taux de conversion. Mais elle a déjà changé des choses dans le process, la manière de faire Il me en semble, moi, j'avais eu une expérience de vente au Canada et en fait, ça marche pas du tout en mode, alors je sais pas si parce que le Canada, tu vois, ça dépend si tu vas au Québec, à Vancouver ou vers, Toronto et ouais, cetera. Tu vois, ils ont des cultures un peu différentes ah et je ouais. me souviens que mon expérience au Canada, elle était catastrophique. Du coup, c'était pas du tout une expérience réussie. Tout simplement parce qu'en fait, bah, c'était même les prospects qui m'ont dit: «Mais en fait, chez nous, ça se passe pas comme ça. En fait, faut qu'on déjeune ensemble, faut qu'on se voit tout le temps». Il y a vraiment, en fait, la culture, en fait, notamment côté Québec, en fait, où il faut aller dans les événements, faut qu'ils te voient et en mode genre, en fait, s'ils te voient pas, c'est mort, quoi. Ce qui était différent à C'est Toronto, hein, pour être honnête, mais en tout cas, sur le côté Québec, c'était les prospects qui m'avaient dit et justement, du coup, on s'était dit: «Bon, en fait, il faut avoir quelqu'un sur place, quoi, en fait, sur cette partie-là, quoi». OK. Donc là, vous êtes aussi sur les prémices de tester Ouais. des nouveaux trucs, quoi, en fait, sur l'international. Ouais, c'est ça. Donc là, on a des gens à Toronto, donc on verra ce que ça donne. Heu et puis ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on a cherché, assez longtemps. On a eu des super profils, mais il y avait un avantage en plus, au Canada, c'est que tu es sur des, salaires qui sont, déjà évidemment élevés, mais plus raisonnables qu'aux États-Unis où, tu étais sur des salaires, qui était vraiment, vraiment, vraiment élevé, quoi. Et du coup, alors qu'en fait, tu as le même talent. Ouais, c'est ça, ouais et en plus, si tu es à Toronto, tu peux toucher aussi, New York, toute cette zone-là, parce que généralement, en fait, cette zone-là, elle fonctionne un peu ensemble donc en tout cas, ouais. OK. Bah, hyper intéressant. Exactement. Ouais, mais nous, là, c'est quand même un très gros pari, quoi. La partie NAM, ouais, on fera pas, nos objectifs l'année prochaine si c'est pas un succès. Tu vois, il y a plus d'un tiers du revenu qui pèse, en tout cas de la target de l'année prochaine qui sera basé là-bas. Donc ça va être clé. On a un gros volume d'inbound déjà, mais ça va être clé, quoi. OK. Du coup, OK, donc on voit carrément Lemlist veut encore plus changer d'échelle là, du coup en étant vraiment un acteur, ouais, qui pèse vraiment dans le top 1 en fait des outils sales enablement en fait. Aujourd'hui votre catégorie, c'est celle-ci en fait, non?
Ouais, alors avec Elle a un Clap, peu changé votre ça catégorie, en fait, parce qu'avant elle était très enfin gross, emailing et cetera. J'ai l'impression que là on bouge un peu de catégorie et on commence à aller, fricoter, les gongs, les acteurs comme ça, en fait, ouais, la catégorie, c'est vraiment le Sales Engagement Platform, et du coup, bah, le leader, on va dire les 2 gros leaders du marché sont, Salesloft et Outreach. Ça reste vraiment les 2 gros leaders, mais en effet, tu as tout à fait raison. On a bougé. Avant, on était plus un outil, très grosse, et là, l'idée, c'est vraiment d'aller, plutôt pour équiper les commerciaux. OK. Dernier relais de croissance, bah, c'est les achats de boîtes. Dernier achat que vous avez fait, c'était, c'est Clap. Il y en a eu d'autres avant, moi j'ai connu aussi également, là vous avez acheté, c'était Taplio. Voilà, donc vous avez toujours une logique comme ça très tôt. Qu'est-ce que cette intégration notamment, on va dire Clap, va changer en fait dans votre approche commerciale? Justement parce que là, on a un outil bah, de clairement de purement sales enablement là pour le coup, on n'est pas sur de la prospe, même si ça peut aider à la prospe, mais en fait là on touche du closing, on touche du management et cetera et cetera. Du coup voilà, qu'est-ce que ça va changer? Pourquoi vous avez fait déjà cet achat en fait? Ouais, c'est ultra excitant, je pense que la raison, pour laquelle on a fait cet achat, il y en a plusieurs, mais peut-être les 2 points que je trouve, fondamentaux. Le premier, c'est quand même une réalisation que le marché, il est en train de se condenser une nouvelle fois. Il y a eu un peu l'époque du tout en un. Ensuite, ça a explosé avec plein de spécialistes et de pure players. Et là, on voit quand même que les boîtes, retournent un peu, vers ça, et ça se voit en fait. Gong s'est lancé sur la partie, séquence. Salesloft, Outreach ont commencé à mettre, du recording. Donc en fait, tout commence à se rapprocher. Salesloft et Clari ont fusionné. Donc le marché, il change, et on tend vers une plateforme finalement au-dessus du CRM. Donc je pense qu'il y avait un côté, on voulait, ben, prendre le train en marche, et en fait, c'est une techno qui est tellement, sur l'IA, que ça paraissait plus logique d'acheter que de build. Donc ça, je pense que c'était la 1re raison, et la deuxième, c'est qu'on a une vision de comment Clap peut aussi rendre, les listes meilleures pour la prospection, et je m'explique. Donc en fait, Clap, c'est, bah, l'outil que vous connaissez, qui permettent, finalement, d'enregistrer, les échanges, d'avoir un transcript, pouvoir le retravailler avec de l'IA. Ça fait bien plus de choses, ça remplit CRM, et cetera. Mais, une des choses qu'on voit, et en tout cas qu'on imagine, c'est de se dire, bah, finalement, vu qu'on va vers des boîtes un peu plus matures, elles ont déjà échangé plein de fois avec leurs prospects. Il y a déjà eu des échanges, il y a plein de clauses lost, il y a eu des échanges sans qu'il y ait eu d'opportunité. Et en fait, c'est de se dire, toute cette data, pour l'instant, elle est un peu inutilisable. Aujourd'hui, en fait, tu as tout qui est dans ton outil de recording, dans ton Clap, dans ton Gong, dans ton Mojo, et cetera. L'idée, c'est en fait, de pouvoir récupérer ces transcripts, et grâce à l'IA, d'arriver à les retravailler pour en faire des messages, qui vont être ultra pertinents quand dans 6 mois, quand dans 1 an, tu vas, relancer ton prospect. Parce qu'en fait, ton message, il est basé sur peut-être l'heure et demie que tu as eu d'échange avec lui sur 3 meetings. Et donc c'est ça le rationnel produit derrière, si je puis dire. OK. Alors du coup, je pense que tu vas pas me le dire maintenant, mais est-ce que enfin, tu vas pas me dire exactement si c'est le cas, voilà, mais en termes de boîtes, si vous avez déjà des boîtes en tête, mais est-ce que du coup, c'est mettre une politique en fait de continuer à racheter quand vous avez des opportunités, ou c'est une stratégie commerciale ou pas? Ou ou là, c'était l'opportunité quoi, en gros? Bon, alors je pense que là, ce serait, plutôt Charles, la meilleure personne pour répondre, mais dans l'idée, on n'est pas nécessairement, fermé. S'il y a un deal qui est intéressant, heu et s'il y a, vraiment un intérêt pour améliorer, le produit de manière à ce que nos clients aient un vrai bénéfice. C'est vraiment ça. Et du coup, parce que moi j'ai j'ai vendu une boîte et je sais que c'était ça qui était le plus dur pour la boîte qui a racheté, ça a été justement cette intégration commerciale.
C'est pas forcément, de leur côté, ça a été très, très, très complexe. Justement, toi, aujourd'hui, comment tu abordes, en fait, le fait d'intégrer ce nouveau produit dans ta structure commerciale, C'est quoi les premiers trucs que tu as mis en place pour que, bah, justement, en fait, tes sales puissent absorber le produit rapidement, puissent savoir comment le positionner et cetera? Parce que généralement, tu as toujours un moment de flottement et c'est pas évident, en fait. C'est pas parce qu'il y a un nouveau produit qui est cool que les sales vont penser à le vendre, vont savoir le vendre et que ça va permettre de pouvoir faire grossir, en fait, le chiffre. Ah, c'est je te le confirme, hein. Je Non, mais du coup, ça ouais, m'intéresse ouais, je de te le voir, confirme. il y a peu de Donc contenu là-dessus, tu vois? Il y a peu de contenu là-dessus, tu vois? pas beaucoup, Ouais, pas il y a pas de beaucoup. contenu là-dessus. Là, on ouais, Et en vrai bah, d'ailleurs, moi, si je tu sais retrouves, que pour la boîte qui nous a rachetés, il y a eu, je pourrais dire qu'est-ce qui n'a pas été, tu vois? Mais en même temps, j'ai pas été de l'autre côté, moi qui absorbe une boîte. Donc c'est vraiment moi en mode genre: «Vous auriez dû faire ça, quoi». Mais comme ouais, j'étais, la personne qui avait cédé la ouais. boîte, bon, ouais, ils m'écoutaient pas vraiment, tu vois? Mais de l'autre côté, je me dis, en fait, il y avait pas mal de trucs qui font que, tu vois, une intégration peut bien se passer comme ça peut mal se passer au niveau, commercial, quoi. Ça peut être un boulet commercial si c'est mal géré, quoi. Bah, j'ai vraiment le but, c'est d'éviter ça. On a de la chance, comme tu l'as dit, bah, déjà le produit est cool et nous, tous les commerciaux sont super excités. Je vais revenir un peu plus là-dessus, mais peut-être pour donner le contexte, du coup, là, on enregistre, c'est le 21 novembre et l'acquisition, elle a moins de 2 mois, hein. Donc c'est vraiment récent. Mais je dirais que le plan, il est double, en fait. La première chose à savoir, c'est que, côté Clap, il y avait une personne sur la partie, business, bah, c'est Pierre, hein, que tu as eu. Ouais, donc c'est un peu plus simple que si tu avais déjà une équipe, de, 8 commerciaux, qui étaient en train de vendre et donc la manière dont on et ce qu'on est en train de mettre en place, parce que c'est en cours, la première chose, c'est, faut vraiment que les commerciaux, ils soient excités et motivés à vendre le produit. Moi, bah, chez HubSpot, quand j'étais sales, quand ils ont mis d'autres produits, franchement, quand tu vends du sales, du marketing, je me rappelle qu'ils ont annoncé: «Bah, super, maintenant on va vendre du service client, du ticketing». Mais enfin, je vois tous les sales, mais vraiment être là: «Ouais, jamais je vendrai ça, je m'en fous». Donc en fait, c'est C'est hyper important, en fait. Finalement, tu as répondu à la question de manière hyper simple. Déjà, si les gens ont envie de le vendre. Donc déjà bah, ça. ouais. Et là, l'avantage, dans ce cas-là, c'est, vendre, en fait, qu'est-ce que les commerciaux ont à gagner? Donc en plus que, juste de l'argent parce que tu vas augmenter ton panier moyen, c'est en fait un vrai step de carrière que d'être un commercial qui a, vendu du multiproduit, parce qu'on sait que c'est plus compliqué. C'est des compétences qui sont recherchées, pour le futur. Donc pour eux, en fait, c'est l'opportunité de mettre ça sur leur CV. Donc on insiste là-dessus et c'est vrai en plus. Et puis 2, Clap, c'est une boîte, qui s'est créée, après on va dire la sortie des LLM. Donc en fait, c'est aussi l'opportunité de te mettre dans la mouvance, IA et vraiment de prendre la vague, tu vois? Et pas être juste une solution qui, est connectée à ChatGPT, quoi. Et donc ça, c'est ce qu'on utilise, bah, pour créer le buzz, en fait, et ça marche bien parce que c'est vrai, Et et je après, il y pense a que un c'est une vrai vraie product market opportunité. fit aussi sur le produit, quoi. Du coup, c'est plus simple aussi à vendre, quoi. Mmh. Puis il y a un product market fit, donc ça aide. Et puis le dernier point, en fait, après, c'est peut-être plus enfin, il y a plein de choses, hein, mais en tout cas, structurellement, ce qu'on va mettre en place, donc il y a eu de la formation, nous, on était déjà utilisateurs. Là, en fait, bah, moi, je prends des démos, je fais des deals pour essayer de trouver peut-être le meilleur, process commercial, sachant que, quand des commerciaux vendent, c'est toujours un peu différent que quand c'est le fondateur qui vend. Et donc, il faut qu'on arrive à adapter, bah, le super job qu'a réussi à faire Pierre pour le mettre à l'échelle pour, tous les commerciaux chez nous. Donc là, se définit, on arrive à la période de formation. L'idée, c'est d'être prêt en janvier et ensuite, l'idée, c'est qu'on va embaucher aussi un spécialiste. Donc en gros, les petits deals, les sales vont pouvoir les gérer tout seuls et dès qu'on arrive au-dessus d'un certain montant, bah, ils vont faire appel à un spécialiste, qui pourra, faire le deal, avec eux. En type un peu, c'est un mélange entre un sales engineer et ce qu'on appelle un prime dans les très grosses boîtes. Bah, c'est hyper intéressant parce On qu'effectivement, appelle il y a ça quand même ça, ouais. un sujet d'intégration avec Clap, il y a plein de sujets et cetera un peu complexes et donc du coup, ça permet de répondre à ce que tu disais, l'adoption du produit, quoi. OK, tu as un recorder, mais c'est pas juste un recorder Clap, donc il y a
plein d'usages et du coup, la personne elle a besoin de voir, en fait, qu'est-ce que je pourrais en faire dans mon environnement, quoi. En tout cas, c'est passionnant. En vrai, je pense qu'il aurait fallu 3 heures pour que parce que j'avais tellement de questions à te poser, mais bon, en fait, le format, c'est quand même 1 heure et on va respecter nos auditeurs. Merci Ouais, beaucoup en tout ouais, cas, ça allait super vite, hein. C'est vrai que je m'en suis pas rendu compte, ça fait déjà et ça bah, du coup, ça c'est veut dire que c'est je te super posais vite. des questions intéressantes. C'était agréable. Bah, du coup, en tout cas, merci énormément pour le partage. Il y a vraiment des trucs incroyables, en fait, dans ce que tu nous as partagé. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais il y a des trucs, en tout cas, je pense que tous ceux qui nous écoutent devraient tendre l'oreille sur plein de process que tu as mis en place qui sont très smart et en fait, qui sont très, à l'air du temps, quoi, qui répondent bien aux enjeux d'aujourd'hui. Bah, Donc merci voilà, beaucoup, donc c'est trop sympa. merci et je te souhaite, bah, écoute, de closer encore plus de deals et de super performer pour 2025 et bah, du coup de réussir Merci. 2026, tous vos enjeux, quoi. Ouais, bah, merci, c'est super sympa. À bientôt et merci pour l'épisode et l'invite. Ciao, ciao, à plus. Ciao. Ciao.